À la une de l'actualité, le chef de l'État a dirigé cet après-midi un conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Le président de la République a décidé d'accorder la grâce présidentielle à près de 3000 prisonniers, soit 30% de la population carcérale. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est demain jeudi 7 août. La cérémonie officielle sera marquée par un défilé, celui de 2252 militaires et paramilitaires sur l'esplanade du palais présidentiel. Il se fera en présence du chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara. 12 administrateurs ont été installés aujourd'hui au sein du conseil d'administration de l'institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale d'assurance. C'était au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le palais présidentiel a abrité aujourd'hui après-midi un conseil des ministres dirigé par le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit du tout dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales. Une importante décision a été prise au cours de la rencontre. La grâce présidentielle accordée à près de 3000 prisonniers, soit 30% de la population carcérale. Et concernant cette importante décision prise au cours de ce Conseil des ministres, je vous invite à écouter le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagny-Koni. À l'occasion de la fête nationale, le président de la République, chef de l'État, a décidé d'accorder, à travers le présent décret, à un peu plus de 3000 prisonniers, donc ce qui représente pratiquement 30% de la population carcérale ivoirienne, sa grâce. Cette grâce ne va concerner qu'une partie des condamnés. Des personnes condamnées, par exemple, pour des infractions jugées mineures, commises, par exemple, en raison de leur état de précarité ou en raison de leur vulnérabilité. Et évidemment, il s'agit de faire en sorte que ces personnes ne soient pas des prisonniers présentant une quelconque dangerosité pour notre société et pour nos concitoyens. Sont exclus les infractions militaires, les atteintes aux droits de l'homme, les crimes et vols aggravés, c'est-à-dire les vols de nuit ou les vols en association, la détention et la vente de stupéfiants, le détournement de deniers publics, les faits de corruption, les attentats à la pudeur, les enlèvements d'enfants, etc. Et le communiqué final de ce Conseil des ministres vous sera présenté après cette édition. Ce mercredi marque le dernier jour du sommet États-Unis-Afrique. La rencontre s'est ouverte lundi dernier à Washington. Au dernier jour du sommet, le président Barack Obama a annoncé 33 milliards de dollars d'engagement américain en Afrique et a dit être optimiste pour le renouvellement de l'AGOA. Avant la rencontre, le couple Obama a tenu à présenter ses adieux aux chefs d'État et de gouvernement issus du continent. Il a offert en leur honneur dans la soirée d'hier un dîner. Et parmi les convives figurait le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République. Demain, jeudi 7 août 2014, la Côte d'Ivoire va célébrer le 54e anniversaire de son indépendance. C'est donc une ambiance festive qui règne en ce moment dans le pays. Et pour rester dans cette veine, la rédaction de RTI vous fait revivre dans un premier temps les chansons cultes qui ont bercé le pays pendant ces moments de grande réjouissance aux premières heures de l'indépendance. Plusieurs artistes célèbres et anonymes ont fait montre de leur talent et de créativité pour exalter la Côte d'Ivoire et exprimer leur reconnaissance à son premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny. Une émission a même été initiée en 1966 par l'ancien animateur et producteur de la RTI, Georges Taï Benson. Il s'agissait d'un concours de chant pour l'indépendance dénommé 6e Sillon. Notre reporter Serge Koléa l'a rencontré pour en parler. La célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960 a déclenché une véritable vague d'inspiration sur les artistes musiciens ivoiriens et autres orchestres de l'époque. Que de souvenirs pour Georges Taï Benson, animateur et producteur qui a débuté sa carrière en 1964 à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Un Omambrou Félix, quand il crée
cette chanson qui magnifie notre drapeau national. Orange, blanc, vert, elle est un drapeau, la Côte d'Ivoire indépendant. Et ça, c'était suivi d'un rythme extraordinaire qui faisait danser les gens dans tous les bals. On exultait. Le concours de chant et d'hymne à la gloire de l'indépendance, 6e sillon, organisé en 1966 par la RTI, est venu confirmer cette reconnaissance des Ivoiriens pour son premier président. C'est un instituteur retraité, Jean-Baptiste Yao, flanqué de ses 3 gamins, je crois, 2 garçons et une fillette, qui vient avec des instruments anciens. Une chanson fantastique, oui, magnifie l'œuvre d'Houphouët-Boigny. Hein? À cause de toi, nous sommes tranquilles. Nous avons gagné l'indépendance. Mais je dois à la vérité historique de dire qu'il y avait une autre chanson qui, elle, magnifiait la Côte d'Ivoire. Toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, pays au sol rutilant de bonheur et de gloire. Cette chanson méritait, selon le jury, de gagner. Mais sur le plan du symbole, on a proclamé Jean-Baptiste Yao vainqueur. Parce que cette chanson reflète la totalité des sentiments qui habitaient les Ivoiriens à l'indépendance. La musique militaire domine le brouhaha de la foule, déjà séduite par un air nouveau écrit pour la circonstance, le 6e sillon. Les accents martiaux et joyeux de la marche rythment les paroles de gratitude et d'espoir. Ces chansons constituent aujourd'hui encore des archives sonores. Et chaque fois qu'elles retentissent, c'est le cœur de chaque Ivoirien qui bat au rythme de l'indépendance et de l'amour pour sa patrie. Après les chansons qui ont bercé les premières heures de l'indépendance, intéressons-nous au retour en force de la mode vestimentaire des années 60, une mode qui inspire toujours les créations des stylistes et tailleurs d'aujourd'hui. Franck Quadio, notre reporter, a rencontré un jeune styliste à Trècheville. Sa spécialité, c'est la broderie. Pour lui, la mode ancienne n'est pas tellement démodée. On le découvre. La trompette de Fast Clark aiguise la cadence et les pas de ses danseurs, mannequins de circonstances du bal des années 60, une émission des années 80 qui retraçait déjà quelques vestiges du passé, notamment la mode. L'histoire de la mode commence en Côte d'Ivoire avant 1960. De nombreux stylistes tels Jean Cablan et Traoré Tidiane reviennent de formation en Europe. Les tendances sont donc en vogue, les camisoles, les marinières, les boubous et autres batakalises. En 1970, entrent donc en scène les longues robes avec fronce serrée à la taille. Les cheveux sont abondamment gardés. Mais c'est en 1980 qu'on assiste à l'envol de la mode avec l'installation à Abidjan du styliste Christa Seydou venu du Mali. Plus de 30 ans plus tard, la mode d'époque à la peau dure et quelques anciens le soulignent bien. Les chaussures compensées qu'on portait il y a 15-20 ans, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Quand on était jeune fille, les chaussures que les filles portaient aujourd'hui, c'est ce qu'on portait il y a 20 ans. La mode d'avant, il y avait plus de recherche par rapport à la mode de maintenant. C'est pourquoi les couturiers ou les artistes, ils se basent sur l'époque pour revenir dans le présent. Anciens mais aussi nouvelle génération de stylistes, Zé l'Africain par exemple, jeune styliste dans son atelier à Trècheville, s'est spécialisé en broderie. Son inspiration, il dit, l'a tirée des années 60. Parce que la mode, c'est un domaine qui est vaste. Il y a la couture, il y a l'accessoiriste, il y a la coiffure. Parce que si tu vois l'afro, comme ce qui est dans ma tête, c'est des styles d'avant. Maintenant, ça revient. Les vêtements de service, c'est la même chose. Parce que c'est important. Ça veut dire que l'Afrique est en train d'évoluer. Années 60 à 2014 et même bien après, la constante est restée la même, affirmer son style tout en ne trahissant pas ses origines.
Et toujours dans la ferveur de la célébration de l'indépendance, nous vous invitons à faire la connaissance de Moussa Diarra-Souba, aujourd'hui à la retraite. Il a été pendant 30 ans le tambour-major au sein de l'orchestre de la Gendarmerie nationale. Avec sa canne, celui que l'on surnommait le maréchal des logis dirigeait l'orchestre lors des défilés. Et pour ceux qui l'ont connu, l'homme passé maître dans le maniement de la canne était tout simplement phénoménal et exceptionnel. Notre reporter Hamza Diaby s'est entretenu avec lui. Abidjan, Marcory, il est 11h ce vendredi-là quand nous arrivons au quartier Anoumambo. Derrière cette porte, une villa. Pour nous accueillir, le maréchal des logis Moussa Diarra-Souba. Aujourd'hui retraité, Moussa Diarra-Souba a été le tambour-major de la musique de la gendarmerie de 1963 à 1993. Le tambour-major, c'est l'homme à la canne qui toujours précède l'orchestre lors d'un défilé. Ça, c'est un spectateur. Ça, c'est la musique complète. Et tambour-major, c'est qui donne le départ. Tout défilé en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai tout géré. Toute personnalité qui sont venus en Côte d'Ivoire, c'est moi qui gère. À chaque célébration de la fête nationale, Moussa Diarra-Souba était à lui seul une attraction. Quand je lance, chacun se dit, ah, tiens, comment est-ce qu'il va prendre? Et j'ajoute supplémentaire, je pose, j'attends ici. Et en 30 années de service, jamais de faux pas. Tout a toujours bien marché. On se croyait à d'autres dirigeants de l'Amérique. Il dit, toi, tu es un sorcier. Il dit, moi, dis-moi pourquoi je suis sorcier. Il dit, mais, défilé de Kachula, quand tu as lancé, je voulais t'accueillir, il dit, au nom de Dieu. Il dit, ah bon, je n'ai jamais placé qu'un en l'air, et puis ramassé la tête. Dieu m'a aidé. Au premier rang des admirateurs du tambour-major, Félix Houphouët-Boigny lui-même. Houphouët-Boigny dit, quand tu lances en l'air, il faut dire bien Houphouët-Boigny. On ne dit pas on. Quand tu balances en l'air, tant que tu n'as pas attrapé, moi, je ne peux pas respirer. Il dit, président, il faut respirer. Pour moi, c'est calculé. Il dit, ah bon, c'est calculé. Effectivement, c'était calculé. Au-delà de la Côte d'Ivoire, le tambour-major ivoirien a été réclamé partout en Afrique et même en Europe. En 1979, j'étais à Paris. Le monde était là. Ça, je vous dis ça, le monde. Quand on dit tambour-major de l'Amérique, où j'ai dit non, c'est bien à Paris. Provence, ça c'était du miracle. J'ai vu le paquet, le monde est venu. Même il y a eu plusieurs pays qui ont demandé après. Mon patron n'a pas voulu. MDL Moussa Diarra-Souba est aujourd'hui chef d'une famille nombreuse. Une quarantaine d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Parmi eux, 3 sont gendarmes et un seul tambour-major. À presque 80 ans, le doyen est bien nostalgique de ces moments heureux. Ces moments où il défilait, fier, rempli de fougue et d'envie. Aujourd'hui, en dépit de sa bonne volonté, la canne est devenue trop lourde pour lui. Il n'a plus la force et l'habileté de ses 20 ans. Qui ne se souvient pas des anciens combattants, ces hommes valeureux qui ont participé sous l'uniforme aux côtés de la France aux 2 plus importants conflits armés de l'histoire, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Parmi eux, des Ivoiriens, ils se souviennent encore des premières heures de l'indépendance et ils l'ont fait savoir à notre reporter Sidonie Davila. Laissons l'artiste et parlons des anciens combattants ivoiriens. Pour eux, le 7 août est un moment particulier. C'est le temps du souvenir. Ils ont en mémoire leur participation à la lutte pour la liberté des pays africains. Je suis un ancien combattant de la classe 12 janvier 1952. Pendant ce temps, la guerre d'Indochine chauffait et tous nous sommes partis ensemble. Je suis le seul qui a été engagé volontaire. Je suis engagé dans l'armée française en 1955. Après mon recrutement, on m'a envoyé à Dakar. C'est donc avec fierté que ces anciens qui ont combattu à la guerre du Vietnam, de l'Algérie, de l'Indochine et de bien d'autres se souviennent de leurs parents. Des parents communément appelés anciens combattants parce que présents sur le théâtre des hostilités des 2 guerres mondiales. Tous ont accueilli la bonne nouvelle du 7 août 1960. Papa est né en 1884, incorporé dans l'armée en avril 1910.
4 ans après, la Première Guerre mondiale a éclaté. Il était au front. Moi, j'ai fait la guerre d'Algérie. Et si nous sommes allés nous battre là-bas, et ça a été reconnu, et ça a facilité certaines choses pour l'obtention de l'indépendance, nous ne pouvons qu'en être fiers. Quand l'indépendance a été prise, moi j'étais en Algérie. Le jour qu'on a appris, j'étais très content. Le nombre de ces anciens combattants est estimé aujourd'hui à 1500. Ces soldats apprécient mal leur présence silencieuse et parfois inaperçue ces derniers temps lors des célébrations de la fête nationale. Les anciens combattants ont été oubliés ici. Quand il y a quelque chose, c'est rare qu'on nous fasse appel. Nous, on aurait voulu défiler. De toutes les fêtes, c'était ça, les anciens combattants défilaient. Ah oui, on participait au défilé. Et on était annoncés. On avait des cannes, il y en a qui marchaient avec des cannes, il y en a qui... Voilà. Mais quand on passait devant la tribune, on était très applaudis, les anciens combattants, avec toutes nos décorations, le machin. Ah, c'était émouvant. Dommage. À 70 ans passés, le capitaine Yasungo Kone, ce fils d'ancien combattant, est à la tête de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, AFASI. La création de cette association, depuis le 1er octobre 1946, répond à 2 soucis majeurs. Créer un espace de retrouvailles et partager les peines des uns et des autres. À leur côté, leurs enfants ont eux aussi mis sur pied une association, l'Organisation des fils des anciens combattants de Côte d'Ivoire, pour les soutenir. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique, conformément à l'article 24.2 de la loi numéro 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, le jeudi 7 août 2014, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Un autre fait marquant demain à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le défilé de 2252 militaires et paramilitaires devant le chef suprême des armées, le chef de l'État Alassane Ouattara. Je vous propose de suivre les préparatifs de ce défilé avec Abou Sanogo. 2250 militaires et paramilitaires sont attendus ce jeudi 7 août sur l'esplanade du palais présidentiel à l'occasion de la 54e célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire. Ils viennent de boucler 6 séances d'entraînement au camp militaire d'Akwedo et au palais présidentiel au plateau. Pour les derniers jours, les différentes forces étaient mobilisées dans la cour de la présidence pour d'autres simulations grandeur nature. Stricte vérification du port de tête, c'est-à-dire maintenir la tête dans une position donnée. Insistance sur l'alignement des troupes, rigueur du tempo des pas. Des aspects sur lesquels le général Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, a mis l'accent. Le commandant des forces terrestres conduira lui-même les détachements et autres sections attendues ce jeudi 7 août. À cela s'ajoute le défilé des forces impartiales de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et de la force française Likon. Autre instant attendu, le passage de la toute première promotion de 20 jeunes filles de l'école militaire préparatoire technique de Benjéville, de même que celui de la force spéciale. Les soldats au visage badigeonné vont marcher d'un pas lent sur un air particulier distillé par la musique de la garde républicaine. Les préparatifs se sont déroulés sous la supervision du général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko. Armée de terre, forces aériennes, marine nationale, gendarmerie nationale, douane ivoirienne, police nationale, brigade anti-émeute, compagnie républicaine de sécurité, centre de coordination des décisions opérationnelles défileront ce 7 août devant le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Nous changeons de registre. Les populations de Grand Laou sinistrées par les récentes pluies diluviennes viennent d'être soulagées. Elles ont reçu des dons importants de la part du président de la République. Ces dons ont été remis par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, au nom du chef de l'État, Serge Kongomé. Grand Laou, tout comme Abidjan, a fait les frais des pluies diluviennes de juin et juillet dernier, d'énormes pertes. Il y a eu assez de dégâts, les champs de riz dévastés, des champs de veilla et autres, de vastes hectares de champs de manioc qui ont été dévastés.
Sensible à la souffrance des populations suite aux conséquences de ces pluies diluviennes, le chef de l'État, Alassane Ouattara, par l'entremise du district d'Abidjan, leur a exprimé son soutien. Plus de 1000 cartons de sucre, de sel, d'huile et d'autres vivres, ainsi que 200 matelas, leur ont été remis. C'est encore une démonstration du chef de l'État, l'attachement qu'il a pour son peuple. Le président restera toujours près de la population de Grand Laou. Le geste du chef de l'État est salué par les autorités de Grand Laou et les populations sinistrées. Depuis le début des événements jusqu'à aujourd'hui, les populations se sentent rassurées. Je profite de l'occasion pour dire au chef de l'État que nous témoignons toute notre reconnaissance, mais également que ses parents de Grand Laou sont fiers de lui pour tous les actes qu'il pose. Et je profite de l'occasion pour dire aussi merci au gouverneur du district. Notre président Alassane Ouattara, je lui remercie beaucoup. Monsieur Begré Mabé, on est toujours ensemble avec lui. Situé à 126 km d'Abidjan, le département de Grand Laou regorge de ressources économiques et touristiques, entre autres de plantations de palmiers à huile, de plantations de manioc, du parc national d'Azagné et du fleuve Bandama navigable sur plus de 100 km. Je vous invite à présent à revivre les temps forts de la cérémonie d'installation du conseil de gestion de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Agents exerçant presque en continu, sans prime ni indemnité. Un aperçu des difficultés de l'AIP, agence ivoirienne de presse, agence qui d'ailleurs vient de se doter de son premier conseil de gestion. Un conseil de 9 membres représentant différentes institutions et ministères qui entend relever d'importants défis. Nous allons essayer d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Notre souhait, c'est franchement de faire dans un très bref délai de l'AIP une véritable agence de presse. Confiance affirmée donc aux membres du conseil et satisfaction affichée par Barissana Oumou, directrice centrale de l'AIP. Le nouveau défi, c'est l'application mobile. Parce qu'on a besoin d'une plus grande visibilité, c'est accroître la visibilité avec l'application mobile, ouvrir des bureaux à l'étranger. Déjà dans la sous-région, on a des partenariats, donc il nous faut ouvrir des bureaux à l'étranger et élargir encore le réseau de collecte en Côte d'Ivoire. Un premier conseil de gestion pour l'agence ivoirienne de presse, il sera présidé par le représentant du ministre de la Communication. Le reportage de Siaka Kone était commenté par Franck Quadiou. 12 administrateurs ont été installés aujourd'hui au sein du conseil d'administration de l'institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale d'assurance maladie. C'était au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Ces 12 membres ont tenu sur place le premier conseil d'administration. La rencontre a vu la désignation du président du conseil d'administration et du directeur général de l'organisation, Gabriel Zani. Elle est l'une de ses promesses de campagne, la couverture maladie universelle. Par ce projet, le président Alassane Ouattara veut que tous, sans exception, accèdent aux soins de santé. Aujourd'hui, avec l'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, la certitude de se faire soigner à petit prix pour les travailleurs non salariés se dessine. La CNAM vient d'être créée. C'est une page blanche qui se présente à nous, sur laquelle il faut qu'on écrive une nouvelle histoire de l'évolution de la sécurité sociale de notre pays. Ce conseil d'administration composé de 12 membres devra collaborer avec les autres structures de prévoyance sociale comme la Mutuelle Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, pour ne léser personne. Nul ne sera exclu. C'est une politique sociale, c'est un filet social qu'on met en place pour répondre aux objectifs du millénaire du développement. Pour bénéficier de la couverture maladie, chaque personne doit cotiser la somme de 1000 francs CFA par mois, et ce, dès l'âge de 5 ans. L'instauration de la Caisse nationale d'assurance maladie est une première dans l'histoire du pays. Elle est chargée de la gestion et de la pérennisation de la couverture maladie universelle. Vous avez donc la chance d'innover en créant à partir de maintenant un système qui n'existe pas encore en Côte d'Ivoire, car il vise à trouver un équilibre harmonieux entre nos valeurs socio-culturelles fondées sur la solidarité
et la justice sociale. Des valeurs qui leur permettront de rendre le projet opérationnel dès le 1er janvier 2015. Le ministre d'État a recommandé aux membres du Conseil la bonne gouvernance. L'œuvre sociale est immense, délicate et met au centre le bien-être de l'homme. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest empire et risque de toucher d'autres pays, a averti le directeur des opérations de l'organisation Médecins sans frontières, Bart Janssens. Pour un meilleur suivi des règles de prévention ici en Côte d'Ivoire, une réunion d'urgence s'est tenue hier au ministère de la Santé en présence de représentants de l'OMS et de l'ONUCI. Thérèse Kofi, Serge Gangomé. Rencontre entre Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, et les journalistes. Objectif, renforcer la sensibilisation sur les mesures de prévention existantes pour éviter la fièvre hémorragique Ebola. Il s'agit entre autres de l'interdiction de la consommation de la viande de brousse et l'isolement des malades. Au cours de cette réunion, la ministre a insisté sur une sensibilisation citoyenne selon laquelle le virus n'a ni parti politique ni de race. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que certaines personnes sont réfractaires à la sensibilisation. Nous allons continuer de sensibiliser. Et nous venons de faire cette réunion avec nos partenaires et avec le comité interministériel pour voir un peu quel est l'impact de notre communication sur les populations et puis sur les leaders d'opinion. Les représentants de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont fait le point du sommet d'Accra et ont indiqué que le dernier bilan en date du 31 juillet au 1er août est de 163 nouveaux cas, dont 61 cas de décès. Il y a des cas de maladies à virus Ebola qui ont été guéris, qu'ils puissent se présenter très tôt au niveau des formations sanitaires. La ministre a prévu très prochainement une simulation à la frontière ouest de la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui a tué 932 personnes en Afrique, selon un nouveau bilan diffusé aujourd'hui même par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce bilan fait état de 45 nouveaux décès entre les 2 et 4 août, ainsi que de 108 nouveaux cas recensés dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. La question de la lutte contre l'épidémie a été abordée par le président Macky Sall, actuellement à Washington, à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique qui a pris fin ce soir. Washington, 3e jour du sommet États-Unis-Afrique et le virus Ebola est dans tous les esprits. Bienvenue aux délégations de Sierra Leone, du Libéria et de Guinée avec lesquelles nous collaborons pour stopper l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, nos pensées et nos prières s'adressent directement à leurs citoyens. Depuis le début de l'épidémie en février, Ebola a fait plus de 930 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Les présidents du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie profitent d'une conférence pour mettre les choses au clair. Ils luttent contre une idée reçue, l'Afrique ne rime pas avec Ebola. Ebola est un virus dévastateur qui n'est pas une maladie d'Afrique. Il faut percevoir ce virus comme une menace contre l'humanité. C'est une menace contre l'humanité puisqu'il suffit, avec les voyages, que ce virus se retrouve sur le continent américain, asiatique ou européen pour que la crise soit mondiale et totale. Cette notion de crise internationale prend toute sa signification. À l'intérieur de cette ambulance, Nancy Ridball, 60 ans, l'infirmière américaine récemment rapatriée aux États-Unis, a été contaminée lors d'une mission au Libéria. Cette histoire a des points positifs. Premièrement, le monde s'intéresse enfin à la crise dans l'ouest de l'Afrique. Deuxièmement, un traitement pourrait avoir été trouvé contre le virus Ebola. Et ce serait vraiment incroyable. Arrivée mardi, dans cette clinique à Atlanta, l'infirmière a reçu un traitement expérimental contre le virus. Le sérum est composé d'anticorps développés à partir de cellules de souris et de protéines extraites de plantes de tabac. L'Institut de recherche Scripps affirme qu'un vaccin contre le virus Ebola pourrait être disponible dès les prochaines années.
C'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, je rappelle que tout de suite après, il vous sera présenté le communiqué final du Conseil des ministres qui s'est tenu cet après-midi même au palais présidentiel. Communiqué final lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.